Bien, bonjour tout le monde. Je me permets là, de saluer chaleureusement Dr Horacio Arruda, qui est directeur national de santé publique, ainsi que Dr Marie-Josée Goddy, qui est directrice de la santé publique pour l'ensemble de la région de la Mauricie et du centre du Québec. Merci beaucoup à chacun d'entre vous de bien respecter la distanciation sociale, le port du masque. Je vous remercie, je vous félicite de le porter. Vous êtes des modèles de rôle socialement, les journalistes, puis je trouve vraiment que c'est un bon comportement. Je vous remercie beaucoup. Après la visite de Mme Blais jeudi avec ses confrères, consoeurs de la région, du premier ministre vendredi, on a la chance aujourd'hui d'accueillir Dr Arruda, qui, après un moment de grande intensité de lutte contre la COVID, est venu rencontrer nos équipes pour vraiment apprécier le travail qui a été fait, nous aider à nous préparer à la deuxième vague, valoriser certains travaux qui sont faits, donner aussi son idée sur certaines orientations à prendre. Alors, ça a été une rencontre extrêmement intéressante. Alors, maintenant, sans plus tarder, je vais céder la parole à Dr Arruda. Bien, bonjour à tous. Monsieur Fillon, bonjour. Dr Goddy, bonjour. Écoutez, je suis très heureux d'être dans votre région aujourd'hui. Comme vous le savez peut-être, je profite de la période estivale où c'est un petit peu accalmie actuellement pour aller à la rencontre des gens des différentes régions, particulièrement pour rencontrer les équipes de santé publique et leurs partenaires là, du milieu hospitalier et autres, mais particulièrement les équipes de santé publique qui ont travaillé très fort au cours de cette période de pandémie. Les équipes de santé publique font un travail qui est souvent dans l'ombre. Puis je tiens à mentionner qu'on a eu véritablement un grand drame dans nos CHSLD, là, ça je le reconnais. Et puis ça, c'est une chose pour laquelle on veut que ce drame-là ne se répète pas. Mais en ce qui a trait à la transmission communautaire, en ce qui a trait à la transmission à l'intérieur des milieux de vie extérieurs au CHSLD ou résidence pour personnes aînées, ça a été une opération avec énormément de succès. On ne s'est pas retrouvé dans une situation, je vous dirais, d'impact sur notre système de soins où il aurait fallu choisir entre deux personnes pour accéder aux soins intensifs, comme ça a été le cas dans d'autres pays. Les décisions qui ont été prises tant au niveau national par le confinement total, les investigations qui ont été faites auprès de chacun des cas dans la communauté, rechercher les contacts, etc., ça a permis de contrôler la transmission et je demeure fortement convaincu qu'on a sauvé des centaines de vies, pour ne pas dire des milliers, et d'énormément de cas et d'hospitalisation. C'est plus difficile à démontrer que de compter des impacts à la santé. Ce qu'on prévient souvent ne paraît pas. Et c'est particulièrement grâce au travail des équipes de santé publique qui ont travaillé aussi en étroite collaboration avec les équipes de prévention et de contrôle des infections, avec les différents départements de l'hôpital, notamment en lien avec les différents programmes qui sont existants, maintien à domicile, ceux qui étaient responsables des CHSLD, des éclosions en RPA, etc., etc. Je tiens à remercier à la fois les équipes de santé publique, tous les travailleurs de la santé, bien sûr, tous les gens qui sont des partenaires des équipes et leurs familles qui se sont vus privés souvent d'un père, d'une mère qui était très pris dans la situation. Mais ce travail-là n'aura pas été vain, il va avoir servi à sauver des vies. Je l'ai répété à plusieurs reprises, comme nous sommes dans un tournant de lutte contre la COVID-19. Actuellement, là, ce qui se passe, c'est un tournant, mais il ne faut surtout pas penser que c'est terminé. Ça, c'est un message qui est très, très important. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Ça a été, sans contredit, une crise sans précédent, ici au Québec, ailleurs au Canada et dans le monde. Ça nous a amené de nombreux défis dans un contexte, je vous dirais, où il y avait des connaissances qui se acquérissaient à chaque jour. Et c'est un virus dont on connaît mieux maintenant les caractéristiques, mais on n'a pas encore tout appris sur lui, de telle sorte qu'on pourra avoir encore certaines surprises, mais c'est sûr qu'on est en mesure d'identifier ce qui a bien fonctionné, puis aussi ce qui pourrait être amélioré advenant le cas d'une deuxième vague ou d'une réapparition. Ce qui est très important que vous sachiez, c'est que le virus est encore dans la communauté. On a l'impression là, que c'est terminé. Vous savez, tout nous amène à penser qu'il fait beau,
personne n'est malade, il y a pas de, les hospitalisations chutent, les décès descendent, ce qui est une bonne chose, mais il est encore présent dans la communauté. On n'a qu'à voir les activités récentes dans certaines régions, notamment auprès de personnels plus jeunes, de gens qui sont allés dans des maisons, des fêtes familiales, des rassemblements familiaux, des bars. Donc, le virus est encore présent et à la veille des vacances de la construction où les gens vont se déplacer d'une région à une autre, je pense qu'il y a une probabilité qu'il peut y avoir encore de la transmission communautaire et de la transmission qui pourrait aller rejoindre des CHSLD qui n'ont pas été touchés ou dans certaines régions. D'où l'importance, à mon avis, je vais le répéter plusieurs fois dans mon allocution, et je sais que je radote, mais je vais radoter tant aussi longtemps qu'on ne verra pas le comportement changer, c'est-à-dire distanciation 2 mètres comme tel, le lavage de mains et le porte du couvre-visage si on est dans des situations où on pense qu'on ne pourra pas respecter le 2 mètres. L'autre élément important, on parle beaucoup des bars, mais il y a des rassemblements à la maison. Je veux vous rappeler qu'on ne peut pas être plus que 10 à la maison provenant habituellement. Donc vraiment, là, le 10 personnes, il y en a qui pensent qu'on peut être 50, 25 pour un party. La réponse, c'est non. C'est dans ces contextes-là, souvent, que des jeunes vont se retrouver, ou des adultes. Il ne faut pas non plus seulement attaquer un groupe d'âge ou l'autre, mais quand on est jeune, on a plus d'amis, on a peut-être plus souvent l'opportunité de faire des fêtes, mais c'est interdit en haut de 10. Donc, je tiens à vous le dire, ce n'est pas parce qu'on a le goût de priver les gens de plaisir, au contraire, mais on ne veut pas reconfiner les gens. Donc, si on veut profiter de notre nouvelle liberté, nouvelle, mais pas comme avant, il faut respecter ces conditions-là. On chemine donc vers une nouvelle normalité, tout le monde ensemble, puis le port du masque doit devenir, à mon avis, comme tel. On veut reprendre nos activités avec nos membres, la famille, mais tout en respectant les consignes si on ne veut pas aller vers une deuxième vague. Quand le virus est arrivé au Québec, il était presque inconnu. Comme par le reste du monde, on a appris des choses, comme par exemple, on a maintenant l'avantage de l'expérience. On sait mieux comment le virus se transmet, mais les connaissances sont encore en évolution et vont être revues. Mais on sait maintenant que les enfants sont des faibles sources de transmission dans la communauté et que les enfants sont peu malades. Ce qui nous a permis d'ouvrir les écoles dans les régions hors CMM comme telles, sans qu'on ait de drame. Il y a eu quelques éclosions en garderie, en milieu scolaire, mais rien de significatif. De telle sorte, ça, c'est une bonne nouvelle, particulièrement une bonne nouvelle pour la rentrée. Puis je tiens à vous dire aussi maintenant une chose, par contre, qui nous a vraiment nui, là, puis ça a été important dans nos établissements de santé, puis notamment dans la crise des CHSLD, c'est qu'il y a des personnes qui n'avaient aucun symptôme et qui pouvaient transmettre la maladie. Donc, certains de nos travailleurs de la santé, bien intentionnés, dévoués, qui s'occupent des patients et on avait besoin de ressources, ont pu, parce qu'ils étaient asymptomatiques, sans le savoir, contaminer les milieux. Et ça, ce n'est pas pour accuser qui que ce soit. C'est un fait, c'est une réalité, mais il faut comprendre qu'on ne cherche pas de coupable. C'est ce virus-là qui est le seul responsable. C'est à ce virus-là qu'il faut qu'on s'attaque. Mais ça nous a vraiment joué des gros tours. Fait que maintenant, on a des nouvelles façons de faire, on a appris. Puis dans les dernières heures, j'ai eu l'occasion de faire le point avec les équipes ici comme telles. Et je peux vous dire on a du recul maintenant. Et puis, il faut quand même regarder qu'est-ce qui s'est passé en Mauricie-Centre du Québec. Dans cette région-ci, on est à peu près plus de 2000 cas depuis le début de la pandémie. L'évolution quotidienne du nombre de cas positifs a présenté, bien entendu, des pics. Ce n'était pas une augmentation similaire. C'est en lien, notamment, avec les éclosions qu'il y avait sur le territoire. Il y a eu une montée en flèche entre le 22 mars et le 5 avril pour atteindre un nombre quotidien le plus élevé de la pandémie avec 71 cas déclarés en une journée. Il y a eu vraiment un pic à un moment donné où les équipes ont reçu 71 déclarations et c'était notamment relié aux éclosions chez Onimel et CHSLD La Flèche. Donc, des éclosions qui ont fini par être contrôlées, mais qui ont amené des pics. Et d'ailleurs, tout le long du processus, probablement, on se rend compte que la proportion de cas qui a été atteint dans des CHSLD est allée en diminuant par la compréhension meilleure des mesures, etc., puis en souhaitant que dans la deuxième vague, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucun cas dans les CHSLD, aucun cas dans la communauté, mais l'important, ça va être de rapidement contrôler la situation. Il y a eu un plateau à peu près jusqu'au 7 mai, entre 13 et 50 nouveaux cas quotidiens, suivi d'une baisse rapide pendant un mois.
Il y a quelques cas par semaine à partir du 7 juin. Ça ne veut pas dire que le virus s'est disparu, mais il est encore présent. On a constaté aussi que la Mauricie centre du Québec n'a pas été touchée pareil partout dans le territoire. C'est vrai aussi dans la région métropolitaine, autour de Montréal, c'est la zone proche de Montréal, le centre urbain qui a été contaminé. Donc, les périphéries de différentes régions ne sont pas atteintes de la même façon. On constate un nombre plus élevé, je vous dirais, de décès en Mauricie qu'au centre du Québec, notamment en raison de l'absence d'éclosion dans les CHSLD du centre du Québec, parce que vous le savez, malheureusement, ce virus-là attaque particulièrement les personnes âgées, les gens qui sont beaucoup malades. Puis il y a plusieurs actions préventives qui ont été mises en place, à mon avis, en termes de contrôle. C'est intéressant de voir que 4 autobus ont sillonné la municipalité de la région pour effectuer des dépistages mobiles. Je pense que c'est important d'aller vers des clientèles aussi vulnérables qui ne se seraient pas déplacées eux-mêmes vers le centre de soins. Ça, c'est une stratégie qu'on a encouragée et qui a été mise en place ici en Mauricie-Centre du Québec. Il y a eu des visites préventives. Vous savez, là, dans le fond, avoir des cas, les détecter rapidement, puis les contrôler, c'est une chose, mais les prévenir avant ça, c'est encore mieux. Je ne sais pas si vous comprenez, quand on prévient des cas, c'est encore mieux que d'avoir à être en réaction autour des cas. Il y a eu des visites préventives auprès de 200 écoles primaires lors de la réouverture des écoles. Ça, c'était pour enseigner aux gens les mesures, pour rassurer, répondre aux questions. Puis il y a eu des activités préventives réalisées auprès de plus de 800 milieux de travail. Donc ça, c'est des actions qu'on n'a pas vues, là, que vous n'avez peut-être pas vues, mais que des équipes de santé publique, en compagnie aussi de gens de santé au travail, peut-être des gens de la SNES sont allés voir. Il y a plusieurs bons coups qui ont été portés à mon attention, là, puis on m'a aussi exprimé certains enjeux qu'on veut voir améliorer, notamment du ministère en lien avec la région. On en a pris note. Mais il y a eu une étroite collaboration entre les équipes des directions pour créer énormément de trajectoires et procédures. Dans les faits, les équipes de santé publique se sont alliées avec les gens qui s'occupent des soins pour maintien à domicile, avec d'autres trajectoires de soins par rapport, pour être capable de vraiment clarifier là, comment est-ce qu'on s'occupe maintenant dans le contexte du COVID. Et je peux vous dire que j'ai vu une mise en page ou une clarification des processus ici, comme je n'en ai pas vu ailleurs, si vous me permettez de dire. C'est très clair maintenant quand il y a telle situation, où va passer le patient, qui doit-on contacter en termes d'information, et tout ça adapté à une réalité qui n'était pas là avant, qui était le COVID-19. Ça a été fait en cours de route. C'est déjà mieux stabilisé, de telle sorte que, en termes de système, la cohésion entre les différentes équipes va être plus facile, plus claire par rapport à faire ça. Donc, des trajectoires pour les dépistages de masse en milieu de travail, les trajectoires pour un cas qui est à l'école, comment on fait une enquête épidémiologique, qui doit faire quoi. Et puis, il y a eu, bien entendu, la mise en place, une chose qui est très importante. Je peux vous dire que moi, on me demande à chaque jour comment on a fait de tests de dépistage. C'est une stratégie qui a été faite à peu près 50 000 tests de dépistage jusqu'à date. Donc, j'ai remarqué, premièrement aussi, ça m'a impressionné, la quantité de ressources qu'il y avait aujourd'hui dans l'équipe de santé publique. Ça ne veut pas dire qu'il n'en manque pas encore, mais beaucoup de gens des autres secteurs qui sont venus aider, travailler. J'ai même vu un ophtalmologiste là, qui est venu aider main propre en santé publique. Je ne sais pas si vous savez, mais l'ophtalmo, c'est loin de la santé publique. Je veux dire, donc, on voit vraiment qu'il y a eu une mobilisation très importante et une direction, je vous dirais, là, une gestion par rapport aux 6 au niveau très proche du PDG et des PDGA et de la santé publique pour vraiment mettre tout le monde à contribution. Donc, en terminant, je suis très fier de remercier, souligner encore le travail exemplaire de ces équipes de santé publique. Je suis très fier de leur demander de prendre un peu de repos au cours des prochains jours, mais de ne pas relâcher les consignes. Et je tiens à vous dire aussi, si on veut un peu respecter nos systèmes de soins, nos personnes âgées, etc., on a aussi un rôle comme citoyen de respecter les consignes. Parce que si on respecte des consignes, on ne sera pas générateur de cas et de contacts. On ne va pas venir surcharger le système de soins à une période où, à l'automne, il va y avoir de la grippe, de la gastro puis d'autres maladies. Fait que je pense que si on veut rester en liberté au Québec, il faut faire ce qu'on vous dit de faire. C'est pas par plaisir. Je suis le premier à avoir le goût d'avoir un party chez moi autour de la piscine avec 50 personnes, à boire de la bière puis à fêter puis à se coller. Je suis le premier. Mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que le virus est là. Et ce qu'on a évité au printemps, il faut continuer à l'éviter. Sinon, on va y perdre. On va tous y perdre, puis on va être obligé de reconfiner. Puis moi, je ne me vois pas reconfiner les gens. Il y a des effets très pervers au confinement pour le développement de l'enfant,
pour la santé mentale des gens, pour la santé de nos personnes âgées qui ont besoin d'être stimulées s'ils ne veulent pas devenir comme tels. Donc, sans plus tarder, je vais vous remercier. Je vais vous souhaiter de continuer à faire le travail en très étroite collaboration. Je vais vous souhaiter une période de repos, mais de vigie importante, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça peut revenir. Je sais que j'ai l'air de l'oiseau de malheur, mais on ne peut pas faire autrement que de prendre ça au sérieux. Je vais maintenant céder la parole à Dr. Gondi, votre directrice de santé publique. Je pense que c'est M. Fillon. Là, je me suis trompé. Monsieur Fillon, je m'excuse, voyez-vous, ça c'est peut-être le temps qui veut dire qu'il faut que je prenne une journée de congé. Donc, Monsieur Fillon, je vous présente mes plus sincères excuses. Je vous donne la parole, puis vous la donnerez, Dr. Gondi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Arruda. Tout au long de cette pandémie, j'ai eu l'occasion de souligner l'engagement, le courage incontestable de nos employés qui ont eu à adapter leur façon de faire, qui ont dû utiliser des mesures extrêmement contraignantes pour faire le travail qu'ils avaient à faire. Mais aujourd'hui, je profite de la présence de Dr. Arruda pour mettre en lumière de façon plus particulière l'engagement de nos équipes de santé publique qui ont multiplié les efforts pour contenir et éviter la propagation du virus dans la communauté. Plus de 2000 enquêtes épidémiologiques ont été effectuées et les équipes ont joint plus de 10 000 contacts significatifs liés aux personnes atteintes de la COVID-19. Soulignons la contribution des médecins, que ce soit des médecins de famille, des médecins spécialistes, qui sont venus prêter main forte, entre autres à l'équipe de la santé publique. Je veux souligner aussi l'engagement de nos gestionnaires qui ne comptaient pas leurs heures pour soutenir les équipes et qui ont pris des initiatives qui ont permis d'innover dans plusieurs de nos façons de faire. En plus des enquêtes, notre équipe de santé publique a accompagné avec brio autant des entreprises privées, le milieu scolaire, le milieu de garde. On a accompagné tout près de 2000 écoles primaires, tout près de 800 milieux de travail pour y développer les habitudes qui permettent la prévention des infections. Beaucoup d'efforts de dépistage ont été faits, dont les 4 autobus, qui nous ont permis d'aller à la rencontre des gens, de faire de l'éducation, de développer des comportements de protection auprès de notre population. Alors, il y a eu plus de 15 000 personnes qui ont été contactées par ce moyen. L'équipe multidisciplinaire a sensibilisé les gens à l'apparition des symptômes et rappelé l'importance de se faire dépister. Elle a également apporté du soutien psychologique à la population. On sait combien il est lourd de vivre dans un environnement où il y a la COVID. Il faut développer, s'adapter à ce nouvel environnement-là. Au total, ce sont plus de 2100 tests de dépistage, 636 interventions psychosociales et 1020 enseignements en matière de prévention des infections qui ont été faites. Je ne peux pas passer sous silence l'extraordinaire solidarité de l'ensemble de la communauté. Je veux souligner l'implication de plusieurs personnes par l'entremise de Je contribue. Ça nous a permis d'embaucher plus de 1000 personnes pour venir prêter main forte concrètement, quotidiennement, pour garantir la qualité des services à la population. Je veux aussi souligner la grande collaboration avec les élus, les municipalités, entre autres, pour la mise en place des cliniques de dépistage mobile. Une contribution extraordinaire de nos fondations qui ont permis de maintenir des contacts avec la famille pour des résidents qui devaient rester sans visite lors de la période de confinement, avec des tablettes électroniques, des cartes d'appel. On a réussi à faciliter ou à amoindrir l'effet du confinement là, chez nos jeunes par certains services télé, des jeux de société, les MP3, pour permettre à nos jeunes de continuer d'être stimulés, de continuer de grandir. Le témoignage aussi qui est passé par nos fondations puis qui venait de plusieurs personnes de la communauté, là, des dons de fleurs, des dons de denrées, des encouragements qui ont été faits. Je tiens à remercier l'ensemble de la communauté pour cet engagement extraordinaire. Ceci étant dit, il faut admettre
que la propagation rapide du coronavirus nous a confrontés aux vulnérabilités du réseau de la santé et des services sociaux. Tout au cours des derniers mois, nous avons évalué nos actions de façon continue afin de nous ajuster et de s'améliorer, de faire mieux, toujours mieux, un jour après l'autre. Nous effectuons présentement une enquête afin d'aller encore plus loin dans l'évaluation de nos façons de faire et de nous assurer que nos apprentissages permettront d'être prêts à réagir encore plus promptement dans l'avenir. Merci beaucoup. Je vais maintenant céder la parole à Dr. Godzi. Merci, M. Fillon. Je me joins aussi à M. Fillon pour remercier Dr. Arruda d'avoir pris la peine de venir ici à la rencontre de nos équipes. Donc, toute cette matinée, il a pris le temps d'échanger avec les différentes équipes et aussi s'approprier notre réalité. Pour nous, c'est une très belle reconnaissance des efforts accomplis ces derniers mois. Et nous recevons vraiment tous les encouragements qu'ils nous transmettent. Tout au long de la pandémie, nous avons aussi senti son appui et au travers des différentes rencontres des directeurs de santé publique des différentes régions. En effectuant récemment nos enquêtes, Dr. Arruda l'a dit, le virus est encore présent et donc il faut demeurer vigilant. Dans les dernières données statistiques ou les données épidémiologiques qu'on a enregistrées, on a 8 cas qu'on a enregistrés les 2 derniers jours et qui traduisent, lorsqu'on va en profondeur, un certain relâchement parce que pour les différentes personnes qui ont été confirmées positives, bien, on a plusieurs contacts là, qui ont été effectués. Donc, ce qui veut dire que les mesures ne sont pas mises en place. Donc, c'est important qu'on maintienne là, ces mesures-là en tout temps si on veut s'assurer qu'on maintienne cette normalité un peu plus longtemps et qu'on atteigne vraiment l'automne pour pouvoir combattre la deuxième vague éventuellement. Présentement, nous sommes en vigie, en surveillance, et donc ce qui nous permet d'identifier des cas et de les circonscrire assez rapidement. Au sein de notre établissement, d'ailleurs, on a mis en place une surveillance un peu plus accrue qui va chercher à la fois les cas, mais aussi de s'assurer que les activités qu'on reprend puissent se dérouler dans les meilleures conditions et qu'on puisse réagir assez rapidement. Et à la lumière des différents constats quotidiens qu'on fait, bien, on viendra avec des recommandations autant à la population, mais à nos partenaires. Donc, autant les commerces qui ouvrent, mais aussi tous les milieux de loisirs. Donc, on parle de rassemblement. On voit qu'il y a beaucoup d'initiatives pour que les personnes, pour que la population de la Mauricie-Centre du Québec puisse profiter de l'été. Mais il faudrait que ces initiatives-là se fassent dans le contexte actuel, dans la nouvelle réalité. 50 personnes à l'extérieur dans un lieu public, oui, mais pas dans un lieu privé, parce que ça peut générer plusieurs cas et ça peut être des situations qui peuvent engendrer des éclosions, autant dans le milieu de travail, dans le milieu de la santé, mais également dans les milieux familiaux. Donc, très important là de maintenir la vigilance et de ne pas baisser la garde. Donc, voilà, je laisserai la parole à Madame Paquin pour la suite de la conférence. Donc, nous serons maintenant à la période de questions. Je vais d'abord inviter les journalistes qui sont dans la salle à venir poser vos questions au micro. On pourrait y aller d'une première question avec une sous-question. Ensuite, on ira vers les journalistes qui sont via la plateforme Zoom. Puis, vous pouvez utiliser la main levée là, pour demander la parole. Donc, on va débuter par les gens immédiatement dans la salle. Donc, Amélie Desmarais, Radio-Canada. Bonjour, M. Arruda. Bonjour. Vous avez parlé des bons coups du CIUS de la Mauricie-Centre du Québec. Vous avez effleuré les choses à améliorer, mais vous n'êtes pas allé dans le détail. Qu'est-ce que vous constatez qui est à améliorer ici en Mauricie-Centre du Québec dans la façon dont ça a été géré? Si vous me permettez, je pense que dans les améliorations, il y a des choses qui sont en lien aussi à comment on fait la relation entre ce qu'on dit au national versus le régional. Il y a eu énormément de directives qui ont été mises en place. Et quand on fait la tournée de toutes les régions du Québec, on nous dit là, que ça a été difficile que la directive qui est envoyée soit implantée de façon cohérente un peu partout dans le temps, parce que c'est un gros réseau. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a différents niveaux. Fait qu'il y a des enjeux, je vous dirais, au niveau des communications, là,
et clarification, même entre nous au central, de certaines lignes directrices. Ça, c'est des choses qui ont été amenées. Moi, je vous dirais que tout le long du processus, en Mauricie Centre du Québec, on voit qu'il y a eu des améliorations. Ils ont même mis en place un logiciel de contagion pour améliorer. Là, moi, je pourrais aller voir si vous voulez aller voir, il y a un mur avec les cas et les contacts, et c'est tous des petits post-it avec des liens, etc. Là, déjà en processus, il n'y avait pas de logiciel pour faire le travail. Il y en a un qui est en train de se préparer au niveau national puis qui n'est pas encore tout à fait prêt. Mais en même temps qu'ils utilisaient ça, à un moment donné, ils ont informatisé les choses. Donc, je vous dirais qu'il n'y a pas de constat majeur, différent en Mauricie-Centre du Québec par rapport aux autres régions. Il y a toute la question qu'on a appris sur les travailleurs asymptomatiques. D'ailleurs, si on regarde, vous avez été touchés. Il y a eu des CHSLD qui ont été touchés, mais il n'y en a pas eu par rapport à la proportion que vous avez tant que ça. Il y a eu des histoires. Il y a eu la flèche. Il y a eu Onimel qui a été devenu un modèle pour le Canada sur comment gérer les abattoirs. Je peux vous dire que les abattoirs ailleurs ont été beaucoup plus touchés. Il y a eu 137 cas, mais sur 1000 personnes, ce qui est des taux d'attaque plus bas que ce qu'il y avait ailleurs. Donc, dans les faits, il y a eu une bonne intervention. Il y a des processus à améliorer sur la base des nouvelles connaissances qu'on a faites. Mais jusqu'à maintenant, je veux dire, moi, j'ai remarqué qu'il n'y a pas eu de problème de mobilisation de ressources. Les indicateurs pour faire une enquête dans les 24 heures, ça a été respecté. Les éclosions, bien, il y a eu cette première grande éclosion qui est associée aussi à des faits que des travailleurs asymptomatiques sont rentrés. Puis on n'accuse pas les travailleurs, c'est tout simplement un constat. Mais ça s'est amélioré aussi dans les autres. Les derniers taux d'attaque dans les derniers CHSLD ont été beaucoup moindres, même pas de 6 ou même plus bas que ça. Donc, je me rends compte que, surtout, si vous me permettez, puis ça, c'est qui est très important, c'est qu'on évalue à chaque jour ce qu'on fait. Puis, moi, j'ai été impressionné, si je peux dire, c'est plus des forces que impressionné par la clarification des processus. Souvent, les gens sont en train de faire des choses, mais ils n'ont pas le temps de s'asseoir pour clarifier le processus. Vous devriez voir le tableau de bord que j'ai vu là, avec des processus sur comment déclarer les décès, des processus sur les interventions dans les milieux communautaires, des processus, des trajectoires de soins pour les personnes. Je vous dirais, la chose qui va être un défi important pour nous tous, ça va être de s'assurer que la population ait encore confiance en nous, dans les consignes qu'on leur donne, et puis qu'ils les respectent si on veut rester déconfinés. Moi, là, c'est essentiellement ce que je retiens. Je ne sais pas si le Dr. Goddy veut ajouter quelques éléments. Un défi qu'on va avoir, bien entendu, je pense que ça va être un défi de ressources humaines, parce que là, on a beaucoup mobilisé les gens des autres secteurs, comme on a un ophtalmologiste, par exemple, mais monsieur l'ophtalmologiste va devoir retourner opérer ses cataractes ou faire ses chirurgies. Fait qu'il ne sera plus disponible. Ça va être de maintenir, ici comme ailleurs, une capacité d'enquêter. Puis actuellement, chaque cas qu'on découvre, là, on va se rendre compte qu'au lieu d'avoir juste 2, 3 contacts ou 4 contacts, on est rendu à 15, 20 parce que des gens sont déplacés. Donc, c'est cette capacité d'être maintenue. Dans les éléments de contexte, la région a quand même fait beaucoup de dépistage. Si je regarde par rapport à d'autres types de régions, je vous dirais là, que je n'ai pas remarqué, il n'y a rien de parfait, comme on le dit. Les constats qu'on pourrait faire ici sur la gestion de ce qui s'est passé dans le CHSLD, c'est les mêmes partout au Québec. Je suis presque convaincu. Il y a des régions qui en ont eu moins parce qu'il n'y a pas eu des événements, mais c'est ça. C'est ce que j'ai à dire. Vous parlez des CHSLD, justement, ici au CHSLD, la flèche, il y a eu 107 résidents touchés, 84 employés. L'éclosion a été déplacée dans un autre CHSLD en raison de la mobilité du personnel. Et plus tard, à Cloutier-du-Rivage, quand même, ça c'est récent, il y a eu 52 décès. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion des éclosions en CHSLD dans notre région? Je vais vous dire que la gestion des CHSLD dans votre région, elle est similaire à la gestion qui a eu lieu partout au Québec dans un contexte où, au début, on manquait de connaissances sur la transmission chez les asymptomatiques. 2, on avait un problème de ressources humaines de façon importante. On ne peut pas laisser les gens sans soins. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça, il y a eu ça. Et donc, je vous dirais aussi, toute la question de la PCI, la prévention et contrôle des infections, c'est difficile en temps normal. En situation où il y a énormément de cas, ça devient aussi difficile. Même un des meilleurs travailleurs, même une infirmière en prévention des infections peut attraper la maladie puis avoir ces éléments-là.
Fait que ce que je vous dirais dans les faits, puis les décès, malheureusement, c'est qu'on fait face à des populations très malades, qui déjà, d'ailleurs, vont avoir souvent une survie d'1 an ou 2, mais avec la COVID-19, bon, c'est la flambée. Fait que je vous dirais qu'on va être mieux instrumenté, à mon avis, dans l'avenir, mais c'est des leçons qu'on a tirées un peu partout. Je vous dirais qu'il y a certains endroits où le partage de personnel, par manque de personnel, des travailleurs d'agence qui sont souvent moins formés, qui travaillent dans 5-6 endroits, ça a été le drame à Montréal, dans la région métropolitaine. Je vous dirais très honnêtement que je ne suis pas en mesure de dire que la situation ici a été pire qu'ailleurs. Il y en a eu. Il y a des endroits qui ont été épargnés pour toutes sortes de raisons. C'est pas parce que le virus n'est pas rentré dans la communauté, tout simplement. Et donc, je pense que c'est une leçon pour nous tous. Puis tout ça va être regardé dans le détail pour justement être en mesure d'agir. Puis on est en enquête et en auto-évaluation. Bonjour, mon nom est Bonjour. Gabriel Delille, journaliste au Nouvelliste. À la lumière des comportements des Québécois ces derniers temps et du respect des différentes mesures, est-ce que vous êtes confiant? Est-ce qu'on va être prêt pour une deuxième vague? Est-ce que le système de santé actuel va être prêt si jamais il y a une deuxième vague effectivement qui se manifeste? Votre question est bonne. Puis vous savez, j'aimerais ça être le devin pour être capable de vous dire qu'il n'y en aurait pas de deuxième vague, ce serait mon plus grand souhait. Ce que j'aimerais, là, c'est qu'on ait des vaguettes. C'est-à-dire que le virus est encore présent, mais qu'on soit en mesure de le contrôler. C'est sûr qu'avec le déconfinement, il y a une partie de la réponse qui est dans le comportement des individus. OK? Si dans la... Puis là, je peux vous dire, là, les Québécois ont été très collaborateurs. On a été parmi un des peuples dans le déconfinement qui a respecté le plus les consignes. Mais comme dans n'importe quoi, rester confiné tout le temps comme ça, là, c'est pas possible. Hein? Il y a des effets pervers chez les enfants, chez les adultes, chez les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Est-ce qu'on va être prêt? Ça va dépendre de comment la population va s'infecter, à quel taux, à quelle vitesse. Parce qu'à un moment donné, c'est sûr que n'importe quel système va atteindre son état. Vous savez, on ne peut pas, même si on voudrait, augmenter des infirmières, des médecins, les quadrupler, les quintupler, les sextupler. À un moment donné, tu ne peux pas, ils n'existent pas. Fait que là, il faut qu'on travaille avec ce qu'on appelle une approche de contrôle, de prévention au maximum. Moins les gens vont respecter les consignes, plus on a des chances d'avoir des cas, des éclosions. Puis à un moment donné, même dans la communauté, de frapper des jeunes qui vont en mourir. Parce que là, il ne s'est pas exprimé le virus normalement. Il ne touche pas les jeunes. Il pourrait y avoir des flambées dans les CHSLD. Si vous me demandez, il va y avoir aucun cas, aucun décès au cours de la prochaine vague, la réponse, c'est non. C'est impossible. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut donner la garantie qu'il n'y a aucun cas, à moins que tout le monde se reste enfermé chez eux et qu'il n'y ait plus aucune interaction sociale, ce qui est impossible. Donc, je vous dirais, c'est pour ça que notre appel à la population est majeur. Puis notre appel à la population est aussi pour respecter les autres qui vont être malades, même si nous, on ne l'est pas. Peut-être que moi, je vais faire la maladie, je vais être asymptomatique, je vais la transmettre, mais c'est le beau-père de ma belle-sœur qui va mourir, etc. Donc, on a tous un rôle à jouer. Est-ce qu'on va être prêt? On va avoir amélioré nos processus. On va avoir des équipements plus qu'on en avait parce qu'au début, il y avait des problèmes majeurs. On va être capable de produire des choses chez nous, ce qui est une leçon qu'on a tirée comme telle. On va avoir une meilleure compréhension ou enseignement de la prévention et contrôle des infections dans les milieux. On va avoir plus de préposés aux bénéficiaires parce qu'on a de formé 8000 actuellement. On va avoir des équipes de santé publique et multidisciplinaires pour intervenir dans les milieux d'éclosion comme tels, mais il n'y en aura pas des centaines puis des milliers, puis des infirmières, on ne pourra pas les cloner, malheureusement, d'ici ce temps-là. C'est important, à mon avis, que tout le monde fasse son effort pour qu'on diminue l'impact, pour qu'on aplatisse encore la courbe, si vous me permettez, et même à la limite, je vais vous dire comme on l'a aplati dans la communauté, on n'a pas eu d'éclosion dans la communauté, bien, si on respecte le 2 mètres, c'est comme si on est cloisonné à l'intérieur. C'est pas aussi efficace parce que des fois, on ne le respecte pas, d'où l'importance de la distanciation. Mais si je ne peux pas, j'ai mon couvre-visage, puis je me lave les mains. Mais vous dire que ça va être un jardin de roses, que ça va être comme rien, la réponse, c'est non. En plus, regardez-moi bien ce qui s'en vient, la grippe, la gastro, les autres infections respiratoires,
à moins que nos mesures de distanciation, de lavage de main vont peut-être les aider à faire baisser. Mais si le virus d'influenza, c'est un H3N2 qui touche plus les vieux, on va avoir des problèmes. Si c'est du H1N1, ça va être chez les écoles, les garderies, mais on n'aura pas de problème chez les vieux. Il y a trop d'inconnus. Mais ce qu'une affaire qui est sûre, c'est qu'on est commis à faire le maximum. En fait, j'aurais une autre question. OK. En fait, vu que vous faites le bilan aujourd'hui, en fait, je suis curieux de vous entendre sur la Haute-Mauricie, qui est un secteur, en fait, de notre grande région ici. C'est gros comme la Belgique, à peu près, là. Mais il y a vrai 15 000 de population, autant que les communautés autochtones que la population. Mais en été, cette population-là augmente. Dès que vous avez ouvert, en fait, la possibilité aux gens de changer de région, d'aller à leur résidence permanente, en fait, pendant le secondaire, la ville a pratiquement doublé au niveau de population. Malgré tout, le chiffre est toujours de 0 infection sur la totalité de ce territoire-là. Est-ce que vous avez une petite explication, peut-être, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le Nord pour que Mais écoutez, premièrement, c'est une bonne nouvelle. Et sûr. si j'aurais la réponse, on l'appliquerait un peu partout. Est-ce que je ne pense pas à une hypothèse cosmique là, d'une zone protégée par... moi, j'ai l'impression que c'est tout simplement dans la perspective de la dynamique où le virus n'a pas pénétré le milieu. Okay? Les gens qui sont venus d'extérieur ont pu prendre des méthodes pour empêcher de se mêler aux populations. Elle a peut-être été protégée cette fois-ci, elle va peut-être l'être moins avec les vacances, avec des personnes qui pourraient être insouciantes. Mais vous savez, pour que le virus s'exprime dans une population, il faut qu'il y rentre. Okay? On a beau dire n'importe quoi, là. Prenons par exemple la Colombie-Britannique. C'était les Chinois qui sont arrivés au début. Très rapidement, la Chine a arrêté ses vols, de telle sorte que la Colombie-Britannique n'a pas été bombardée. Nous, on a eu des éclosions à New York. Les gens sont venus à New York, sont allés à Montréal. Il y a eu la semaine de relâche. Les gens sont allés en Estrie, là, puis même ici, il y en a sûrement qui sont allés faire du ski ou aller en Italie, en France, etc. Ils sont revenus. Souvent, même des travailleurs de la santé, parce qu'ils voyagent, les autres, ils prennent des vacances, etc. Ils sont revenus, il n'y avait pas de symptômes. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, sont retournés travailler, puis là, ils ont transmis la maladie, puis etc. Mais c'est peut-être pas arrivé dans ce centre-là. Et si vous me permettez, les éclosions ont surtout lieu là où il y a une grande densité de population. C'est dans les grandes villes, là où il y a beaucoup de contacts, il y a plus de monde au mètre carré que dans la Haute-Mauricie, probablement. Il y a une distanciation normale et sociale qui s'installe. Et puis, j'invite les gens qui vont aller dans ce coin-là, qui viennent de zones où ils pourraient être malades, puis sans le savoir, à porter le masque, puis à respecter. C'est un respect pour les gens qui nous accueillent, puis je pense que c'est important. D'accord, merci. Oui, bonjour, Maria-Valérie pour l'Hebdo-Journal. Monsieur Arruda, vous avez parlé en fait de l'apport des personnes asymptomatiques pendant peut-être la plus grosse période de la pandémie au niveau des contaminations et tout ça. Je me demandais, est-ce qu'au niveau des tests de dépistage, que ça pourrait être ouvert davantage prochainement aux personnes qui n'ont pas nécessairement de symptômes, mais qui voudraient se faire tester malgré tout? Mais c'est déjà le cas. On invite les gens, on va agir, c'est déjà le cas actuellement. On invite les gens symptomatiques qui, bon, premièrement, il faut comprendre que quand on a des symptômes, ça c'est clair qu'il faut y aller puis il faut se faire tester. Quand on est un contact de cas qui a eu des symptômes, ça, je pense même si on n'a pas de symptômes, il faut y aller. Mais des personnes asymptomatiques qui pensent qu'ils pourraient l'avoir contracté, actuellement, on le recommande de le faire. C'est sûr que quand il n'y a pas beaucoup de circulation dans un territoire, le test peut être faussement positif, ce qui est toujours une préoccupation qu'on a. Mais actuellement, on est plus ouvert à aller chercher ces cas-là parce qu'on est dans ce qu'on appelle une stratégie de suppression. C'est-à-dire qu'on n'est pas, quand on n'avait pas beaucoup de tests, qu'on avait beaucoup de cas, il fallait vraiment garder les tests pour les cas pour être en mesure de faire les interventions nécessaires. Quand on a moins de cas, on a plus de tests. Là, il faut juste faire attention de ne pas tester non plus n'importe qui, n'importe comment, parce qu'on pourrait avoir des faux positifs. Mais si vous avez des inquiétudes, puis vous pensez que vous avez pu être en contact, vous vous êtes déplacé beaucoup, vous n'avez pas respecté le 2 mètres, bien, vous pouvez vous rendre à une clinique de dépistage. Je suis convaincu que le Dr Goddy peut peut-être ajouter quelque chose pour votre territoire de façon spécifique. Effectivement, les personnes qui sont asymptomatiques, qui pensent avoir été en contact avec une personne infectée ou dans leur entourage, peuvent avoir le dépistage. Et la stratégie qu'on a adoptée en ce moment en lien justement avec
la stratégie de suppression, depuis déjà quelques jours, c'est vraiment d'aller dépister d'abord les personnes du réseau, les travailleurs de la santé, mais aussi des personnes qu'on juge vulnérables, donc qui pourraient être en lien avec des bars, un milieu de travail ou des épiceries. Très prochainement, d'ailleurs, on va vous communiquer de façon concrète là, les détails, et puis vous allez avoir des annonces là, lorsque ça va être fait pour que justement la population se manifeste pour bénéficier de ces tests-là. Puis c'est un peu dans ce contexte qu'on verra éventuellement si jamais la deuxième vague apparaît, si jamais, lorsqu'elle apparaîtra en fait, qu'il y ait plus de déploiement comme on l'a fait durant ce printemps avec les cliniques mobiles. On ira plutôt avec peut-être avec des unités mobiles multidisciplinaires pour justement rejoindre le plus de personnes possible pour identifier les personnes asymptomatiques. Et Dr. Goddy, justement, un peu plus tôt, vous disiez que les cas, un peu plus tôt cette semaine, étaient peut-être reliés à un relâchement dans la région. Est-ce qu'on sait dans quelles circonstances les gens ont pu contracter la COVID dans les derniers jours? C'est assez variable, hein, mais c'est lié aussi au déconfinement dans différentes activités. Donc, autant des activités touristiques, touristiques du camping, des gens qui font de parties chez eux, ou encore des personnes qui ont tout simplement pensé ils l'ont contracté dans une épicerie. Donc, d'où l'importance aussi de rappeler à tous nos commerces de continuer à déployer des efforts pour à la fois assurer la santé, la sécurité de leur personnel, mais aussi de la clientèle qui fréquente ces milieux-là, parce qu'on a constaté avec nos équipes de santé au travail, de part aussi les plaintes et puis les visites qu'on a pu faire dans différents milieux, que les flèches pour les trajectoires, la distance de 2 mètres, même le lavage des mains à l'entrée de certains commerces avait été abandonné. Il n'y a plus personne pour superviser la distance physique aux caisses. Il y a eu un relâchement à tous les niveaux. Donc, important de s'assurer que, ces commerces-là maintiennent les mesures, mais aussi que la population collabore, hein, parce que c'est vraiment de façon mutuelle, de façon collective qu'on peut s'assurer que la transmission ne se fasse pas dans les lieux publics. Et en plus, avec la recommandation du port du masque dans ces contextes-là, ça vient en fait renforcer les mesures de prévention qu'on déploie pour lutter contre le virus. Moi, je veux réinsister sur ce que vient de dire Dr. Goddy. C'est véritablement une responsabilité partagée. Les employeurs, les travailleurs et la clientèle, à mon avis. Parce qu'il s'agit juste qu'un relâche, puis aidons-nous les uns les autres. Je ne sais pas si vous comprenez. Aidons aussi nos épiciers à ça. N'oublions pas l'hygiène des mains. Vous savez, j'ai toujours dit, hein, la première chose, c'est la distanciation sociale, l'hygiène des mains et le masque par-dessus. Puis pensez pas qu'avec le masque, vous pouvez vous tenir à 1,5 mètre ou à 1 mètre. T'sais. Comme les lignes d'attente, là, les gens se disent « Ah, maintenant on a le masque, on va pouvoir mettre ça à 1 mètre. » C'est pas ça, là. Le masque, c'est par-dessus les autres. C'est bien important. Et je vous invite, s'il vous plaît, si vous voulez que votre épicerie reste ouverte, si vous voulez que vos entreprises restent ouvertes, bien, faites respecter les consignes, lavez-vous les mains quand vous sortez, quand vous rentrez, quand vous manipulez votre masque, etc., et collaborez avec les entreprises. Patricia Elie, TVA. Madame Goddy, juste pour être certaine, là, dans les 8 nouveaux cas, est-ce qu'il y en a qui pourraient être liés au bar? Dans l'enquête qu'on a faite, il n'y avait pas de personnes qui avaient été au bar, dans des bars précisément. C'était vraiment dans d'autres activités là, qu'ils ont eu des contacts multiples. Mais c'est sûr que c'est toujours c'est auto-rapporté. Donc, est-ce que c'est réellement dans ces milieux-là qu'il aurait eu? Mais on ne peut pas le dire, là, vu que les contacts sont multiples. Et puis, il y a une transmission communautaire. Hein, donc, est-ce que c'est réellement ces personnes-là qui ont transmis le virus parce qu'elles étaient elles-mêmes porteuses? C'est difficile à dire. Donc, on poursuit les enquêtes, mais d'où l'importance toujours là, de dire que même si on se retrouve à faire du camping, les recommandations, c'est de dire on se met à 2 mètres là, sous la même tente, là, surtout si on n'était pas ensemble depuis les dernières semaines. Voilà. Vous avez parlé, est-ce que j'ai bien compris, vous avez parlé de la possibilité de faire du dépistage dans les bars? Bien, éventuellement, s'il y a des situations qu'on juge problématiques dans la surveillance qu'on a en cours en ce moment. OK. Maintenant, M. Arruda, quand
pendant le gros de la pandémie, là, on sentait qu'il y avait, quand on a commencé à déconfiner, il y avait Montréal d'un côté, il y avait les régions de l'autre. Nous, quand on regardait nos chiffres ici, par 100 000 habitants, les cas, les décès, tout ça, on se rapprochait plus de Montréal que du reste des régions. Qu'est-ce qui fait qu'on a quand même décidé de nous mettre dans les régions et non pas de nous, peut-être de nous mettre avec Montréal? Qu'est-ce qui a fait la différence là-dedans? Ben, c'est parce que c'était comment je pourrais vous dire, c'était puis là, il faut faire attention aussi par rapport aux chiffres. Vous êtes une grande région avec, en Mauricie-Centre, des choses qui étaient différentes d'ailleurs. Et c'était que on sentait, indépendamment qu'il y avait des cas, puis qu'il y avait des cas notamment à cause de l'éclosion de Nimel, puis de l'éclosion du CHSLD, La Flèche, puis etc., la transmission communautaire était peut-être pas nécessairement au même rendez-vous que la situation qu'il y avait dans la région métropolitaine. Et à cause de la région métropolitaine, qui était aussi une région très mobile, hein, la rive sud puis la rive nord, là, avec Montréal puis Laval, c'est quasiment la même région. Alors qu'ici, ce n'était pas nécessairement la même dynamique. Donc, en regardant les facteurs, si on avait l'impression qu'il y avait une perte de contrôle en Mauricie-Centre du Québec, puis que ce qui se passait au centre, ça allait se déplacer ailleurs, ou du centre, ça allait se déplacer ici à cause des mouvements de population, on aurait peut-être fait ça différemment. Ce n'est pas seulement le chiffre qui est le facteur, c'est quel est le contrôle qui est actuellement en termes de situation. Je veux dire, même s'il y a eu des histoires dans des CHSLD ici, je ne veux pas le nier, là, puis je ne veux pas faire, c'était pas du tout la même dynamique qu'il y avait à Montréal, où ça explosait un peu de partout comme tel, à cause de la densité de population puis la structure. Fait que dans ce contexte-là, puis je pense que les choses l'ont démontré, vous avez pu réouvrir vos écoles sans problématique, puis on aurait pénalisé, en fin de compte, les gens de Mauricie-Centre du Québec à un certain déconfinement. Bon, on est chanceux, ça s'est bien passé, nos hypothèses se sont évoluées, mais ce n'est pas seulement le chiffre, hein, parce qu'on peut avoir, prenons par exemple, dans une très, très petite région, quelques cas, puis là, le chiffre par 100 000 monte très, très élevé, mais ça ne veut rien dire dans ce territoire-là. Fait que c'était l'analyse de ce qui se passait, les discussions qu'on a eues avec votre directrice sur ce qui se passe. Si c'est Onimel, on est en train de le contrôler, Onimel va générer certains cas. Il y en a eu 135, là, je pense, sur 1000, mais ça répète 500, 800, 1000. Mais c'est une situation très localisée, très contrôlée, ce qui n'est pas une transmission communautaire, un peu n'importe comment, comme il y avait dans certains quartiers de Montréal. OK. On a parlé tantôt d'enquête. On sait qu'il y en a une, notamment du côté de La Flèche. On en est où avec cette enquête-là? L'enquête est toujours en cours et on devrait avoir un dépôt dans les prochaines semaines, puis il y aura un exercice pour le rendre public. OK, parfait. Et juste pour être certaine du chiffre, là, tantôt on a donné 2 chiffres sur le nombre de tests qui ont été faits ici. 50 000 tests, est-ce que c'était ici, Mauricie, Centre du Québec? Oui, c'était l'information, je vais juste vérifier. Oui, près de 50 000 tests de dépistage réalisés. Ici, c'est dans Mauricie, Centre du Québec. Parfait, merci. Il y a une chose que je voudrais répéter, peut-être à la population, qui est importante. Quand les équipes de santé publique vous appellent, puis vous êtes en contact, puis qu'on vous pose des questions, si vous êtes allé dans un bar ou pas, là, on ne cherche pas des coupables. Donc, les gens peuvent le dire. Vous devez le dire, je suis allé à tel bar, à tel endroit. Parce que ce qu'on cherche, ce n'est pas de venir punir des gens puis de dire, gars, tu ne devais pas aller dans un bar, t'attraper. Puis on n'ira pas dire, t'as attrapé la maladie, tu n'as pas bien appliqué les mesures. C'est une information qui est importante pour nous, pour être capable de cibler nos dépistages au bon endroit puis empêcher qu'il y ait d'autres cas. Donc, je demande aux jeunes, à tout le monde, de collaborer, de ne pas cacher des histoires. Tu sais, vous avez fait un party chez vous, vous étiez 30. On n'ira pas envoyer la police pour vous donner des amendes. Non, mais j'aimerais ça que les gens comprennent, parce que les gens, des fois, à un moment donné, ne veulent plus collaborer. Et puis, c'est plus compliqué pour la santé publique. Quand les gens se sont déplacés, ayez le courage, s'il vous plaît, puis il n'y a personne qui va vous chicaner, là, vous ne ferez pas ça, Dr. Goddy, pour l'information que vous allez nous transmettre. Personne. On a besoin de ça pour faire notre travail, tout simplement. Puis ça va rester confidentiel entre vous et l'équipe de santé publique. On va prendre une dernière question en présence d'Amélie Desmarais de Radio-Canada, puis ensuite on ira via le Zoom. Vous pouvez maintenant utiliser la main levée via le Zoom. Il y a une citoyenne de notre région qui a pris l'initiative de lancer une pétition pour s'opposer au port du masque qui a été signée par 40 000 personnes jusqu'à présent. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Vous savez, je vais vous le dire, en santé publique, on n'est pas des gens très fervents des choses obligatoires. Habituellement, on aime convaincre les gens, puis que les gens le fassent. Parce que dès qu'on met quelque chose d'obligatoire, il y a une partie des personnes qui l'auraient peut-être porté qui vont se dire « Hey, moi, là, c'est pas vrai. » Tu sais, une réaction contre l'autorité
ou même j'ai reçu des courriels injurieux là, qui disent que je suis rendu Staline puis que je deviens dictateur. On n'aime pas ça faire ça, mais on le dit, on l'a répété, puis répété, puis répété, puis on voit que l'adhésion n'est pas là, puis on voit l'été, puis on voit les vacances de la construction, puis on voit ce qui se passe aux États-Unis, puis on se dit, on n'a pas le choix. C'est que c'est des mouvements de démocratie. Moi, je suis pour la démocratie. Les gens ont le droit de s'objecter. Mais là, on est obligé de faire un choix pour dire, est-ce que c'est un moyen qui nous est recommandé? La réponse est oui. Est-ce que ça peut sauver une certaine quantité de vie puis diminuer la transmission communautaire? La réponse est oui. Fait que là, on fait le choix on est obligé de trancher. Parce que sinon, ben, ces gens-là, ceux qui ne porteront pas le masque ou en quantité insuffisante, vont être responsables sans le savoir de la mortalité de quelqu'un. Là, on fait ce choix-là. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Mais si tout le monde aurait porté, on aurait 85 d'adhésion puis 90 d'adhésion, naturellement, pensez-vous qu'on se serait donné le trouble de rendre ça obligatoire? Moi, ma réponse, c'est non. Mais là, on n'a pas le choix. Bien, il faut qu'ils font leur pétition, puis on agira en fonction des conséquences. Vous parliez des bars. Dans la région de Montréal, vous avez lancé un appel aux gens d'aller se faire dépister, ceux qui ont fréquenté les bars. Les gens ont répondu à l'appel, mais c'est un peu le chaos. Les gens se découragent parce qu'il y a trop de files d'attente. Est-ce que ça va être corrigé? Et enfin, est-ce que fermer les bars comme dans les Laurentides, c'est un autre dossier, c'est souhaitable quand il y a des débordements? Bon, pour ce qui est de la région de Montréal, probablement c'est la région de Montréal qui, en fonction de ses enquêtes, a pris la décision. Puis on est d'accord, on veut dépister. La réponse a été, je vous dirais, de la même façon que quelques jours avant, il n'y a personne qui se présentait aux cliniques, puis c'était vide, même si on demandait aux gens de venir se faire dépister. Là, il y a une réponse importante. Il va y avoir un ajustement de l'offre à la demande. On comprend que les gens se soient découragés. On demande aux gens peut-être de prendre un peu de patience, mais je suis sûr que le directeur de santé publique, actuellement qui remplace le docteur Mylène Drouin, vont s'organiser pour que les gens aient leur dépistage. Donc, ce n'est pas un chaos, c'est disons que c'est comme si je vous dirais, il y a une vente, là, et puis là, il y a beaucoup de monde qui sont venus, puis il faut donner des coupons pour dire revenez parce qu'il n'y en a plus. Revenez la semaine prochaine. Ce ne sera pas la semaine prochaine, mais ils vont s'organiser. Mais je suis content qu'il y ait une bonne réponse. J'aurais été content qu'il y en ait une avant même qu'on fasse l'annonce par rapport au bar, mais c'est correct. Le bar dans Laurentides ne sont pas fermés, là, Ah, ben là, ce qui se passe, si la régie a fermé le bar, c'est qu'ils avaient des raisons. Parce que ce qu'on a décidé au Québec, c'est de ne pas fermer tous les bars, compte tenu que s'ils appliquent les mesures de prévention, etc., ça devrait fonctionner. On a dit qu'on évaluerait la situation, mais si la régie a fermé le bar, c'est qu'il y avait un problème dans l'application des mesures, probablement. Je ne suis pas au courant de cet élément-là, mais actuellement, si c'est la régie qui l'a fait, c'est qu'il y a un enjeu au niveau de l'application des mesures, soit en lien avec l'alcool ou en lien avec la distanciation. Bien, je veux dire, c'est clair que au lieu de pénaliser tout le monde, on pénalise ceux qui ne respectent pas ce qu'on a demandé de faire. Par contre, je vous le dis tout de suite, là, si la situation dans les bars démontre qu'on a plein d'éclosions et qu'on n'est pas capable de les contrôler, puis que ça devient un milieu qui devra être confiné, on prendra les décisions. Mais il faut avoir ces éléments-là en main, il faut avoir des preuves de ça, puis il faut être capable de documenter. Mais comme le disait mon ministre de la Santé, c'est une situation qu'on suit d'heure en heure. Juste avant d'aller en Zoom avec Cynthia Martel de l'Express de Drummond, on ira avec 106.9 qui n'ont pas encore posé de questions ici. Bonjour, Gabrielle Toin du 106.9. Je me permets de revenir sur la question de confiance que vous avez mentionnée. Le défi pour la suite, là, justement, on parle de pétition par rapport au port du masque dans les endroits publics fermés. Niveau terrain, à partir de dimanche prochain, vous vous attendez à quoi comme réaction? Je m'attends à ce qu'une bonne proportion des Québécois vont respecter la loi et ça va devenir pour eux un incitatif. Et je m'attends à ce que ça devienne tout à fait acceptable de voir quelqu'un avec un masque, même ce qui va devenir non acceptable, entre guillemets. Puis quand je parle non acceptable, je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on s'envoie des roches. C'est tout simplement dire que la norme sociale, elle doit passer au fait qu'on doit porter un masque dans ces conditions-là. Un peu comme c'est plus normal. Est-ce que vous acceptez quand les gens fument dans une terrasse à côté de vous ou que les gens fument dans un restaurant? La réponse, c'est non. Avant, on se sentait mal de le dire à quelqu'un, tasse-toi parce que tu fumes et ça me dérange. Maintenant, c'est l'inverse, mais je m'attends à ça. C'est sûr que ça va prendre de l'encouragement, ça va prendre pour certaines clientèles des efforts supplémentaires parce que c'est pas vrai qu'on change une norme comme ça par une baguette magique. Cendrillon passe, ça dit tout le monde porte un masque, puis les masques s'installent partout. Là. Il y a des comportements à changer, mais je m'attends qu'une bonne proportion des Québécois vont le faire. Et j'ai hâte de voir ça.
J'ai hâte de me promener. Et je tiens à vous dire, pas seulement dans la région métropolitaine, mais ici aussi en Mauricie, centre du Québec, il va y avoir des vacanciers qui vont venir. Vous pouvez être asymptomatique. Il y a de la circulation quand même. Il y a des cas associés à des parties. Il va y en avoir des parties. Il va y avoir du camping qui va se faire ici aussi. Fait que j'ai hâte de venir faire un tour, de passer, de sortir de la 40, puis de me promener, puis voir si les gens ont des masques dans la ville, ici à Trois-Rivières et partout en Mauricie, centre du Québec. C'est bon, on ira avec Cynthia Martel de l'Express de Drummondville. Elle cherche le bouton des mute. C'est du morse? C'est SOS. Elle reviendra? Vous allez donner une autre chance quand même? Sinon, on va dire que vous ne favorisez pas Drummondville. Donc, on a une question de Sid Banerjee de la presse canadienne. Peut-être qu'il faudrait vous l'écrire dans le clavardage, puis on pourrait la lire. Je pense que ça pourrait être un objectif. Ouais. Je commence à avoir d'expérience avec le Zoom. Je ne connaissais rien avant la pandémie sur Zoom et Teams. On apprend vite. On apprend vite. Mais il y a des fois des petits problèmes techniques, même avec des experts en technique. On va leur couper 10% de leur paye. Quand les gens disent que je deviens dictateur, c'est comme ça. Non, ça arrive. Est-ce qu'on les entend pas parce que leur micro... Je ne sais pas si la dame de Drummondville peut écrire sa question en clavardage, qu'on va la lire, puis on va essayer de vous répondre. Allô Houston, nous avons un problème. OK, elle va l'écrire. Elle va l'écrire. Merci, Madame de Drummondville. OK, on avait une question en anglais de la presse canadienne pour Dr. Arruda. Can you comment in English on the situation in Montreal vis-à-vis bars and testing? Okay, in fact, I'm here to discuss about the situation in Mauricie, centre du Québec. I'm happy to talk about this. In fact, what have been made is by the Montreal director in replacement of Dr. Mylène Drouin, is that they had some cases who have been frequenting different bars in Quebec, in Montreal. You know, there is a lot of bars in Montreal, and sometimes people go from one bar to another bar and to another bar. So in that perspective, because it was difficult to have the names of all the bars that the people remind that they have been to, there was a specific program aimed to the ones who have been frequenting bars to be screened, see if they get the disease, and if they get the disease, to be able to have other information. So that's the case. In fact, from the last information I have is there was at least 8 bars who have been associated to cases, and even there is this possibility in other ones, so it's why there is a massive bar testing not related only to those 8, but anyone who wants to be tested can go to have this test. Also, would you consider the situation under control for the time being? In fact, yes, the situation is under control, but the situation is always risky because the problem is that people think that the virus is not there anymore. And because of this, they are not respecting, as before, the 2 meters distanciation. They are doing parties more than 10 persons in their houses. They are doing activities where the risk of transmission can be amplified. So it's under control, but we must remind people those rules. And we had this yesterday, I don't know if it's yesterday or before yesterday, the mask covering situation to be mandatory in closed, I would say, stores or places where public can go through and not respecting the 2 meter distanciation.
said thank you. Maintenant, avec Cynthia Martel, ça fait longtemps que la population et des élus demandent que le Centre du Québec soit reconnu comme étant une région socio-sanitaire entière et indépendante, compte tenu de sa réalité différente de la Mauricie. La pandémie a mis en évidence cette différence. On n'a qu'à se référer au nombre de cas et peu d'éclosions. Est-ce que cela porte à réflexion? Écoutez, vous comprendrez que le découpage administratif du Québec ou socio-sanitaire n'est pas dépendant de mon orientation. Vous savez, il y a des régions qui ont aussi ces phénomènes-là. Par exemple, la situation de COVID-19 dans la Montérégie, dans la zone périurbaine, est très différente de ce qui se passe en périphérie. Donc j'ai comme l'impression que le choix, l'analyse épidémiologique qu'on va faire, les décisions qu'on va prendre vont prendre en compte l'épidémiologie, qui peut être différente d'un endroit à l'autre. Mais la question d'un découpage administratif, ce sont des décisions qui reviennent à nos élus sur la base de d'autres facteurs. Fait que moi, actuellement, je ne peux pas... c'est un débat, à mon avis, qui est plus, si vous me permettez, politique-administratif que de santé publique. Parce que indépendamment, même à la limite, s'il y avait des éclosions qui se partagent entre la Mauricie, centre du Québec, ou, mettons, la Mauricie et l'Estrie, ou d'autres régions, on la traiterait ensemble dans un sens épidémiologique. Et ça n'a rien à voir avec les découpages. La preuve, toute la région de la CMM, qui n'est pas une région administrative, ce qui est le sud de la Naudière, le sud des Laurentides, Laval, Montréal, le nord de la Montérégie, ça a été considéré comme un tout, alors que ce n'est pas une région administrative. Est-ce que c'était la dame de Drummondville? Oui. OK, c'est parfait. Je voulais juste m'assurer qu'on n'oublie pas cette dame-là. Oui. Bonjour à Drummondville. On ne semble pas avoir d'autres questions. C'est bon, donc c'est ce qui conclurait le point de presse d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr. Arruda, de votre visite. Et puis, ça a été un honneur pour moi, puis je repasse dans 2 semaines voir si vous portez les masques. Merci beaucoup. On a des beaux exemples. Oui, les journalistes sont très des bons exemples, alors suivez-les, s'il vous plaît. Merci tout le monde, merci d'être venu. Bonnes vacances. Puis faites attention à ne pas attraper le COVID-19.